Donc l'objectif de cette présentation va être de vous faire d'abord une restitution des travaux du club tels que nous les avons menés cette année, et puis de vous introduire le programme de l'après-midi en vous présentant les différents intervenants qui vont venir discuter justement les résultats de ces travaux. Donc, pour pouvoir faire cette présentation, je vais structurer mon propos en 3 temps. Très rapidement, je vous rappellerai quels sont les objectifs et le contexte des travaux du club. Et puis, je passerai l'essentiel de la présentation sur la restitution des travaux autour d'une thématique que j'ai intitulée « La transformation digitale, révolution des pratiques managériales ou relooking des pratiques de travail ». Donc tout un programme, je vous laisse découvrir la suite. Et puis j'introduirai le programme de l'après-midi et les différents intervenants. Alors d'abord les objectifs et le contexte des travaux du club. Donc Quentin l'a évoqué brièvement tout à l'heure, le club digitalisation et organisation a été fondé en 2014. Avec le soutien des entreprises Orange et BNP Paribas, et c'est aujourd'hui un dispositif inédit et original en France qui vise à rassembler des chercheurs en sciences humaines et sociales et des praticiens pour co-construire des connaissances et des pratiques autour justement de la digitalisation des entreprises. Donc depuis 2014, le club rassemble une vingtaine d'entreprises. Vous avez sur ce transparent la liste des entreprises qui, cette année, ont appartenu au club. Alors, quel a été le contexte de travail cette année? Donc, nous avons mis en œuvre 5 modalités de travail qui ont donc un peu évolué par rapport à 2014, puisque donc nous nous réunissons tous les mois. Et cette année, nous avons introduit des séances de travail entre membres du club, à la demande des membres du club, pour pouvoir à la fois mener des travaux collaboratifs. Donc, on a beaucoup joué au Lego cette année, par exemple, et puis aussi pour échanger autour de pratiques de travail qui sont mises en place dans les entreprises et les discuter justement entre nous, entre membres du club. Parallèlement, nous avons maintenu les séances thématiques d'ouverture, c'est-à-dire que sur certains sujets, nous avons proposé à des chercheurs en sciences humaines et sociales et des praticiens de venir présenter leur expérience, de venir la commenter, et ça nous a permis d'avoir justement des avis différents sur nos propres conclusions. Nous avons donc aussi un site web et un espace LinkedIn réservé qui nous permet d'échanger de contenu entre les séances, la séance plénière que nous avons aujourd'hui, et donc le livre blanc qui, cette année, devrait paraître début mars, vraisemblablement, et donc viendra synthétiser l'ensemble des travaux menés cette année. Voilà. Alors, j'en arrive à la partie la plus importante de ma présentation qui va concerner donc la restitution des travaux. Donc, j'ai choisi d'intituler cette restitution Transformation digitale, révolution des pratiques managériales ou relooking des pratiques de travail. Parce que cette année 2015 a été marquée, en tout cas a été marquée dans la presse et dans la vie des organisations par un énorme buzz autour de cette notion de transformation digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises font de la transformation digitale. On a eu beaucoup d'événements autour de cela. Et la question qui naît, évidemment, quand on voit cette effervescence, c'est est-ce qu'il s'agit de nouveau d'une mode managériale qui, comme beaucoup d'autres, s'empare de l'environnement de l'entreprise. Certains commentateurs sont même allés jusqu'à dire qu'en fait, ça allait conduire à la fin des organisations actuelles, à la fin du management, qu'on allait vers une révolution et vers quelque chose de radicalement différent. Alors, bon, par rapport à tout ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe au concret dans les organisations, au plus près des pratiques, et d'écouter également les praticiens qui, au quotidien, sont confrontés à ces problématiques. Eh bien, c'est ce que nous avons essayé de faire cette année, et on va voir que le bilan est un peu plus contrasté que simple mode ou bien, au contraire, révolution. On peut synthétiser les résultats des travaux du club autour de 3 grands thèmes. D'abord, effectivement, on constate qu'il y a aujourd'hui des pratiques digitales spécifiques qui sont développées dans les organisations. Donc ce n'est pas un simple relooking des pratiques de travail. Il y a des pratiques de travail spécifiques liées au digital qui se développent et qui sont très fortement soutenues par le top management. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que ces pratiques sont très fortement entourées et baignées de représentations mythiques qui, par moments, ont tendance à brouiller le message autour de leur élaboration.
Deuxième grande conclusion, on voit de fait très concrètement une évolution des compétences à valoriser dans les organisations. Et cette évolution va fortement impacter, challenger les directions des ressources humaines, qui vont du coup évoluer. Et troisième élément, du point de vue des pratiques de travail terrain, c'est-à-dire du management de proximité, des pratiques du middle management, on voit émerger de nouvelles modalités d'encadrement du travail, mais qui ne vont pas se substituer aux anciennes. Donc ce n'est pas une révolution, ça va plutôt être une superposition de différents modes d'encadrement qui vont apparaître. Donc je vais préciser chacun de ces points, parce que là, ça paraît un peu abstrait. Donc je vais essayer d'éclairer un peu le propos. Alors, donc premier temps sur lequel je vais m'attarder, les pratiques et les mythes autour de la transformation digitale aujourd'hui dans les entreprises. Donc ce que l'on constate, c'est que pour mettre en œuvre la transformation digitale, les entreprises vont s'appuyer sur un modus operandi qui est l'enjeu de libérer l'intelligence collective. Alors ça, c'est la manière dont elles vont procéder. Mais là où c'est un peu compliqué, c'est que c'est à la fois la manière et la finalité. C'est-à-dire qu'on considère que l'organisation digitale, c'est la capacité à libérer l'intelligence collective. Et pour arriver à cela, eh bien, on va libérer l'intelligence collective. Alors, comment va-t-on faire concrètement ? Eh bien, on va mettre en œuvre deux grandes modalités d'action. D'abord, on va créer des nouvelles pratiques de travail. Nouvelles pratiques de travail qu'il faut créer pour répondre aux attentes des clients, des collaborateurs, des actionnaires qui attendent autre chose dans un environnement qui s'est transformé. Deuxième grand axe, libérer la parole. Alors, ça peut être très, très vaste comme sujet, mais c'est le cas, c'est ce qu'on entend, c'est ce qui se fait. On essaye de libérer la parole dans les entreprises, d'une certaine manière de la démocratiser, de manière à ce que l'intelligence collective puisse se dire, s'exprimer et se mettre en œuvre. Alors, concrètement, ça va prendre la forme de 5 grands types de dispositifs qu'on peut identifier. D'abord, des dispositifs de sensibilisation. Bon, c'est assez classique, expliquer les évolutions actuelles et ce à quoi ça va conduire. Et puis, des dispositifs d'expérimentation. Et là, cette année, ce qui a été très frappant dans les travaux que nous avons menés, c'est l'étendue des expérimentations qui sont menées dans les entreprises. On va avoir de très très larges expérimentations de nouvelles pratiques de travail, aussi bien liées aux espaces de travail, qu'aux tests de solutions technologiques, mais aussi on teste des nouvelles manières d'encadrer le travail, de manager les équipes, etc. Et on n'hésite pas à tester énormément de choses, donc c'est extrêmement foisonnant. Troisième grand type de dispositif, on va avoir des dispositifs qui sont vus comme plus de transformation, qui ont pour objectif de passer d'une culture à une autre, si vous voulez. Donc là, on va mettre en place soit des formations, de l'entrepreneuriat, l'idée étant de passer d'une culture qu'on considère ancienne à la culture digitale. Et puis, on va avoir également des dispositifs d'ancrage. Lorsque des pratiques de travail autour du digital sont considérées comme assez mûres, alors on va mettre en place des dispositifs qui vont permettre de, entre guillemets, définir les règles de travail autour de ces dispositifs et les intégrer dans les pratiques de travail actuelles. Enfin, vous avez beaucoup de dispositifs d'écoute qui sont mis en œuvre, qui ont justement pour but de créer la confiance avec le salarié et donc de libérer cette fameuse parole qu'on veut arriver à mobiliser pour l'intelligence collective. Voilà, alors vous avez ces différents dispositifs. Alors là, je vous les ai décrits de manière un petit peu linéaire. En réalité, ces dispositifs ne suivent pas forcément cette logique-là. Vous pouvez avoir, tout ça peut se faire complètement en même temps, se parler, se suivre, enfin voilà. Donc il y a effectivement des pratiques d'organisation liées au digital, des pratiques de travail qui émergent. Toutefois, il faut bien reconnaître que l'ensemble de ces pratiques est aussi structuré autour d'un mythe qui est très fort, qui est celui du mythe du bien-vivre organisationnel. Alors ça, on le voit très bien en particulier dans les discours qui sont tenus par les middle managers autour des pratiques digitales. On va avoir une expression très forte qui va opposer les organisations actuelles aux organisations digitales. Les organisations actuelles sont décrites comme extrêmement cloisonnées, structurées, enfermées, donc c'est vraiment l'image du château fort,
par opposition à des organisations digitales qui sont décrites comme extrêmement ouvertes, libérant les énergies, permettant également de concilier à la fois les enjeux professionnels, les enjeux personnels, voire aussi les enjeux intimes. Donc on va avoir en fait l'idée que l'organisation digitale, c'est une organisation qui permet de bien vivre ensemble dans une organisation. Alors, cette représentation mythique, parce que c'est pas fondé, il n'y a pas d'éléments tangibles autour de ça, donc c'est vraiment, ça tient du mythe, cette représentation est extrêmement utile. Elle va permettre de mobiliser les acteurs de l'entreprise autour du projet de transformation. En revanche, elle a deux inconvénients dont il faut avoir conscience quand on met en place ce type de démarche. Le premier, c'est qu'on va avoir tendance à minimiser les effets négatifs potentiels qui pourraient émerger avec les organisations digitales. C'est-à-dire que du coup, on ne les regarde pas. On n'envisage pas qu'il puisse y avoir de problèmes autour d'une organisation qui va naître. Or, toute organisation est porteuse de problèmes. Sinon, ce n'est pas une organisation. Par ailleurs, deuxième inconvénient, c'est qu'au bout d'un moment, mobiliser ce mythe va conduire à avoir tendance à poser la question de quelle est la place de l'entreprise par rapport au bien-vivre organisationnel. C'est-à-dire concrètement, on va se demander si finalement ce n'est pas une douce utopie et si la place de l'entreprise est bien de mettre en œuvre un bien-vivre organisationnel. Est-ce que c'est son rôle? L'entreprise, elle a quand même pour objectif de survivre dans un environnement concurrentiel. Est-ce que pour ça, le bien-vivre organisationnel est vraiment utile? Donc, ça peut, notamment chez les top managers, conduire à l'idée que finalement, tout ça, c'est une douce utopie, mais qui n'a aucun effet tangible sur la réalité de l'entreprise. Donc, il faut quand même avoir en tête ces deux inconvénients par rapport à ce mythe qui, encore une fois, par contre, est très utile pour mobiliser les acteurs. Alors, deuxième grand temps de cette présentation, eh bien, l'évolution des compétences. Alors, l'évolution des compétences, on l'observe très nettement, des attentes des collaborateurs. On va attendre autre chose à valoriser. Et ça va un petit peu déstabiliser les directions des ressources humaines, c'est le moins qu'on puisse dire. Un petit peu à l'image de ce cartoon, vous allez voir une sorte de décalage entre les attentes et la réalité de la pratique des RH. Alors, je vous rassure, les DRH s'emparent du problème et s'en emparent bien. Néanmoins, ça ne se fait pas sans douleur. Voilà. Alors, la créativité devient désormais véritablement la principale qualité attendue des collaborateurs. Donc la créativité, c'est apporter une nouvelle réponse à des problèmes qui existent. En gros, c'est créer des nouvelles connaissances. Et on sait, il existe des modalités de leadership qui permettent d'accroître la créativité. Mais la question qui est posée aujourd'hui à l'organisation, et en particulier aux directions des ressources humaines, c'est comment mettre en œuvre concrètement des pratiques digitales qui vont libérer la créativité, tout en favorisant l'engagement dans une organisation. Parce que l'articulation entre les deux est loin d'être évidente. Si vous prenez Gaston Lagaffe, par exemple, que tout le monde connaît, je pense, Gaston Lagaffe, c'est probablement, au sein des éditions Dupuis, le collaborateur le plus créatif qui soit. Il n'y a pas plus créatif que Gaston. En revanche, concernant son engagement dans l'organisation, il est quasi nul. Or, tout l'enjeu est là. C'est-à-dire la figure de Gaston est extrêmement représentative de ce qu'est le créatif. Le créatif est quelqu'un qui évolue dans un univers qui est constamment en effervescence, mais qui ne se préoccupe assez peu de l'action collective. Donc, comment arriver à articuler les deux, puisqu'on a besoin des deux? Alors, pour faire ceci, les DRH travaillent. Et elle propose des solutions aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas de proposition type, mais que chacune de ces DRH va proposer, en fonction de la culture de son organisation, de son métier, de son origine, va proposer des solutions et des réponses. Et progressivement, on voit émerger une DRH qui est beaucoup moins instrumentale que ces dernières années et qui va vraiment devenir, en tout cas se positionner pleinement comme un partenaire du développement business et culturel de l'entreprise. Ça se ressent en particulier dans les évolutions du vocabulaire qui est associé aux ressources humaines. On va de plus en plus parler du management des richesses humaines, des relations humaines, etc. Et ça, c'est le signe d'un changement de posture des directions des ressources humaines. Sauf que ce changement de posture, il est difficile à mettre en œuvre, il est difficile à assumer,
Non seulement il est difficile à mettre en œuvre vis-à-vis des collaborateurs, comme vous le voyez sur ce petit dessin, quand on vous dit vous n'êtes pas des ressources, vous avez des ressources, le collaborateur il va se demander à quelle sauce il va être mangé, hein, que veut dire encore la DRH sur ce sujet. Et c'est la même chose du point de vue du top manager. On va lui dire, attention, la DRH ne doit plus être instrumentale, elle doit être autre chose, etc. Oui, mais enfin, quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, on t'a embauché pour que tu fasses ton métier, c'est-à-dire de l'instrument, et que tu puisses arriver à comptabiliser, à harmoniser, et à créer des procédures autour de la ressource humaine. Donc, voilà, là, il y a un changement de posture qui n'est pas évident, mais qui est en train d'être pris en main par les directions des ressources humaines. Troisième temps, la fameuse nouvelle équation managériale. Alors, le métier de manager a-t-il disparu? Grande question. Alors, j'aime beaucoup ce petit dessin, je l'ai trouvé très drôle. Je suis votre manager, concept de chef du siècle dernier, aujourd'hui obsolète. Alors, si c'était vrai, ça se saurait. Et donc, ce n'est pas le cas, bien évidemment. On a beaucoup dit que l'organisation digitale allait conduire à la fin, notamment, du middle management et du management de proximité. Quand on regarde les pratiques sur le terrain, on se rend compte que les choses sont un peu plus nuancées que ça. Il n'y a pas de disparition des modalités d'encadrement hiérarchique. En revanche, c'est vrai, il y a la reconnaissance d'autres modalités d'encadrement qui jusqu'à présent n'étaient pas rendues visibles. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans la suite de cette présentation. Donc aujourd'hui, quand vous êtes manager de proximité, vous êtes confronté à une partie de vos collaborateurs qui ne veut pas être géré comme avant. C'est-à-dire, il ne veut pas avoir une relation de chef à superviser. Il veut être géré comme un individu à part entière. Et donc, il veut que vous développiez avec lui des relations d'humain à humain. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, c'est une expression que Vincent Gaillaguet nous avait proposée, human to human, et qui effectivement est la seule qui paraisse aujourd'hui aussi claire. C'est-à-dire que le collaborateur, pour s'engager, il veut être considéré dans son entièreté, d'une certaine manière. Alors, ça va poser un certain nombre de difficultés pour le manager de proximité, puisqu'il va devoir mettre en œuvre une équation qui va associer à la fois de la supervision hiérarchique, mais aussi d'autres modalités d'encadrement qui vont mettre beaucoup plus au cœur de la pratique les jeux d'influence, la gestion de l'émotion, et ce qu'on va aussi appeler la parole pleine, c'est-à-dire une parole qui n'est pas une parole institutionnelle, il y a un rôle à une position, mais lié véritablement à l'individu. Donc ça, c'est difficile à mettre en œuvre. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, parce que c'est un petit peu abstrait? Ça veut dire que le manager, il va avoir un rôle multicasquette, il va devoir jouer en permanence sur deux registres. Le registre du supérieur hiérarchique traditionnel, structurer les tâches, planifier, organiser le travail, recadrer les comportements, et le registre plutôt d'animateur d'une communauté d'acteurs, écouter, motiver, fédérer, rassurer les collaborateurs pour qu'ils s'impliquent. Alors, vous me direz, oui, enfin, il n'y a pas de révolution, ça, on l'a toujours fait. Bon, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un changement qui se profile, c'est que vous avez un renversement dans la mobilisation du registre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on mobilisait majoritairement le registre de la supervision hiérarchique. En gros, c'était du 80-20. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez une tendance à l'inversion du rapport. C'est-à-dire que vous allez avoir progressivement, surtout le rôle d'animateur qui va être mis en avant, et le rôle de supervision hiérarchique, on ne va y faire face, on va le mobiliser qu'en dernier lieu. Et ça, c'est très compliqué. Et ça nécessite pour le manager de proximité d'être capable de passer d'un registre à l'autre très rapidement et surtout d'être capable de revenir à un registre de supervision hiérarchique quand c'est nécessaire, et ce qui est difficile quand on est surtout dans un rôle d'animateur. Donc vous allez avoir un aller-retour permanent entre command and control et human to human qui n'est pas simple. Voilà, alors ça m'amène maintenant à la conclusion sur ces travaux et à essayer de mettre ceci en perspective. Si je reviens à la question initiale que j'avais posée, à savoir, est-ce que la transformation digitale est une révolution des pratiques de travail ou un relooking des pratiques managériales? En fait, à mon sens, c'est ni l'un ni l'autre, vous l'aurez compris, c'est plutôt une forme de renaissance de la fonction managériale.
Je m'explique. Donc, vous savez que j'apprécie énormément, je mobilise souvent les travaux de James March, qui est le grand penseur des organisations. Et James March, j'en ai déjà parlé, a eu cette phrase que je trouve très claire, en expliquant que le management, c'était à la fois la capacité à être un plombier, c'est-à-dire quelqu'un qui mobilise des outils, des méthodes, des éléments très tangibles, des instruments, et en même temps un poète, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'être intuitif, créatif, dans l'émotion, etc. Jusqu'à très récemment, le côté poète du manager, on n'a pas vraiment insisté dessus, vous voyez. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est un manager, c'est surtout quelqu'un qui sait cadrer les choses, organiser, planifier, structurer. En réalité, on sait très bien que dans le métier de manager, dans les pratiques de management, cette dimension émotionnelle et intuitive et créative joue un rôle déterminant. Et aujourd'hui, c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans ce qu'on voit émerger dans les organisations, c'est la renaissance et surtout la reconnaissance de ces dimensions-là dans la pratique managériale. Et ce qui est tout à fait paradoxal et assez étonnant, c'est que on va avoir un déferlement de technologies de l'information qui finalement vont prendre le contre-pied de la technicisation et de l'instrumentation des entreprises qu'on a connues jusqu'à récemment. C'est-à-dire qu'en déployant des tas de technologies de l'information, en fait, on va évidemment avoir des dimensions de contrôle du travail, mais on va surtout avoir finalement un très grand foisonnement et une libération justement de toute une série d'éléments créatifs, poétiques, etc. Alors, ça conduit à un certain nombre d'éléments de réflexion, et notamment, si on file la métaphore de la Renaissance, on note aussi une forme de retour à un humanisme dans la fonction managériale. Alors, je m'explique là aussi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait considéré l'homme comme une ressource et qu'en fait, c'était l'action collective qui dirigeait l'homme. Et aujourd'hui, on a un peu le renversement de la situation où on va voir l'homme, l'individu, le collaborateur qui va finalement diriger l'action collective, puisque cette action collective ne sera efficace que si l'individu est créatif et engagé. Et ça, c'est quand même très difficile à instrumenter. Vous voyez, donc là, il y a des éléments qui sont en train de se structurer, qui sont assez déroutants. En tout cas, pour un chercheur en management, c'est pas simple à appréhender. Mais ça non plus, il ne faut pas le voir comme un idéal, comme une organisation idyllique, au contraire, parce qu'il y a évidemment des travers à cette évolution. Et le travers en particulier, c'est que vous avez une très forte individualisation de la relation du salarié à l'entreprise, mais aussi une très forte dépendance affective et émotionnelle qui va rendre le management encore plus compliqué. Donc, il faut le savoir pour qu'on puisse arriver à manœuvrer dans cet environnement-là. Alors, ça m'amène justement aux 3 axes que nous avons choisi d'approfondir pour les travaux du club de 2016. Donc, nous avons choisi de travailler d'abord autour de cette question des nouvelles postures, des nouvelles formes de valorisation et des nouvelles formes d'engagement des collaborateurs. Que voulons-nous aujourd'hui proposer aux collaborateurs qui permettent d'articuler créativité et engagement ? Ensuite, deuxième grande question, c'est quelles doivent être les évolutions des structures organisationnelles à mettre en œuvre pour mieux accompagner la transformation digitale. On entend parfois des solutions un peu tranchées. Il faut supprimer telle fonction, il faut fusionner telle fonction, il faut créer telle fonction. Oui, mais vraiment, que faut-il faire ? Comment pouvons-nous agir sur ces points-là ? Donc ça, c'est des éléments sur lesquels il paraît important de se pencher. Dernier élément, on voit bien que la nouvelle équation managériale qui se dessine pour les managers de proximité n'est pas si simple à appréhender. Il faut probablement les accompagner et essayer de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut passer d'un registre à l'autre et comment est-ce qu'on peut arriver à se former à la gestion de cette nouvelle relation avec le collaborateur. Donc c'est le 3e axe que nous souhaitons développer.